Good morning, everybody. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à notre panel utiliser la dimension paix dans le Nexus HDP pour mieux gérer les crises dans les milieux fragiles. Bon, c'est un nom assez technique, mais nous aurons une conversation très concrète et très intéressante sur le Nexus HDP dans les contextes fragiles touchés par le conflit. Nous savons que le Nexus HDP et même les gains militaires peuvent être inversés, sauf s'ils sont basés sur une paix durable. Et nous sommes dans un monde marqué par des crises multiples. Et il faut construire la paix, c'est essentiel pour que les efforts humanitaires soient durables. De lutter contre la fragilité, c'est de lutter contre les causes du conflit, lutter contre l'exclusion, l'injustice, la gouvernance trop faible. Ce sont des défis politiques. Il faut conjointement avec les acteurs locaux, surtout dans des contextes sensibles. Donc la construction de la paix n'est pas un pilier séparé, il doit être lié aux efforts de construction de paix et humanitaire. C'est l'essentiel du Nexus HDP. Nous pouvons débloquer des nouvelles opportunités pour la résilience, l'inclusion et la stabilité. Mais pour faire cela, il nous faut des mandats forts pour une construction de paix renforcée de la part de la gouvernance et de nos partenaires. C'est pour cela que cette discussion est si importante, surtout quand les ressources diminuent et les besoins augmentent. Nous explorerons ensemble comment apporter la paix avec le Nexus HDP et de manière durable pour créer une transformation durable. Pour nous permettre d'explorer ces questions, et c'est très important d'avoir différentes perspectives ici sur ce panel. Donc, je suis ravi de vous présenter les panélistes. Chacun d'entre eux apporte sa propre perspective unique et une expérience unique dans la manière dont on peut transformer le Nexus HDP en pratique, en recherche ou sur le terrain. Je les introduis. À mon côté, il y a l'ambassadeur Maman Nuhu, le secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad et chef de mission du Task Force multinational, du Multinational Joint Task Force. Il le fait depuis des années, il est reconnu pour son leadership et d'avoir augmenté la sécurité dans le bassin du lac Tchad. Il pourra nous dire comment la paix, l'environnement et la gouvernance interagissent. Ensuite, il y a Caroline Delgado. Elle est rechercheuse au CIPRI. Elle mène le programme de paix d'alimentation. Et cela fait des années qu'elle travaille sur les systèmes alimentaires résilients au climat. Entre autres, elle a un doctorat de l'Université de Manchester et elle explore la manière dont la résilience au climat et la sécurité alimentaire interagissent. Ensuite, de l'Éthiopie, Gebesa Sembeta, qui est le fondateur et conseiller stratégique de Development for All. Sur ce panel, il représente la voie de la construction de la paix menée par les communautés. Cela fait plus de 15 ans qu'il travaille là-dessus et il porte une voix pour ses citoyens pour construire une paix résiliente et locale. Son travail nous rappelle que tout cela doit être fait en prenant en compte les communautés. Finalement, Eva Junient, qui est la coordinatrice HDP de l'UE, de la délégation de l'UE à l'Éthiopie, en Éthiopie,
et elle travaille sur ces sujets depuis de nombreuses années, ainsi qu'avec la Banque mondiale. Elle a pu permettre de transformer ce concept en action sur le terrain, et je l'ai vu de mes propres yeux. Elle nous a montré la manière dont les partenariats stratégiques peuvent amener une paix durable. Je suis Dorothée Hutter et je suis la directrice de l'Éthiopie à GIZ. Avant de passer la parole à l'ambassadeur Nuhu, j'aimerais dire rapidement que nous essaierons d'avoir une séance questions-réponses. Donc après les interventions, il y aura une séance questions-réponses. J'aimerais mentionner ça au début pour m'assurer que nous ayons le temps d'avoir cette séance à la fin des interventions. Donc je passe la parole à Mama Nuhu et j'aimerais lui poser cette question. La Commission du bassin du lac Tchad et ses partenaires élaborent des cadres régionaux sur le pastoralisme et la gestion des ressources naturelles. Comment la consolidation de la paix peut-elle être intégrée de manière systématique dans ces cadres, afin qu'ils ne se contentent pas de gérer l'utilisation des ressources naturelles, mais qu'ils contribuent également activement à la prévention des conflits? Avez-vous des exemples? Merci beaucoup, Dorothy. J'aimerais tout d'abord exprimer mon appréciation au GIZ pour avoir organisé cet événement si essentiel et d'avoir constitué ce panel de panélistes de haut niveau. J'aimerais aussi vous remercier d'avoir donné à la Commission du bassin du lac Tchad l'occasion de parler lors de ce forum. Donc, dans cette zone du bassin du lac Tchad, 80% de l'élevage se fait par des pratiques de pastoralisme mobile, de transhumance. C'est pour ça qu'on considère que la transhumance est essentielle. Elle est vitale. Et donc, cette transhumance lie les écologies, les communautés et les économies. Mais ces transhumances ont aussi pu créer des tensions et des crises, surtout dans des zones comme les nôtres, où il y a une gouvernance trop faible et que nos ressources sont très limitées. De la perspective de la Commission du bassin du lac Tchad, la coordination transfrontalière de la transhumance doit dépasser la simple gestion de ressources. Elle doit aussi inclure des efforts de construction de paix délibérés pour la cohésion sociale. Du point de vue du bassin du lac Tchad, il y a plusieurs approches que nous utilisons pour nous assurer que la construction de la paix est incluse dans nos activités. Mais tout d'abord, j'aimerais dire que toute approche que nous utilisons, il y a toujours un problème, ou plutôt un enjeu qui doit être respecté, c'est l'inclusivité. L'inclusivité de toutes les populations concernées. Toutes les parties prenantes doivent être prises en compte dans la mise en œuvre de tout plan. Donc, quand je parle des parties prenantes, je parle des représentants des producteurs, des autorités locales et peut-être des représentants des marchés également. Et les représentants des assistants vétérinaires aussi dans certains cas. Donc toutes ces personnes sont des parties prenantes. Nous devons les inclure dans toute stratégie pour que ces stratégies réussissent. Si l'on n'inclut pas certaines de ces parties prenantes, eh bien on ne va pas réussir car ces personnes se sentiront exclues et cela créera des problèmes. Donc quelles sont des approches qui peuvent inclure des stratégies de construction de paix dans le bassin du lac Tchad? Il y en a plusieurs, mais j'essaierai d'être bref. Une de ces stratégies, c'est de
co-concevoir des compacts de corridors et de paix. Donc des accords de corridors qui, par exemple, prennent en compte là où les points d'approvisionnement en eau se placeront, ou le coût de passage. Les taxes ne doivent pas changer d'un jour à l'autre et il doit, pour construire la paix, il faut standardiser et il faut plus de stabilité dans ces éléments-là. Deuxièmement, il faut créer des zones de désescalation militaire. Parce qu'au point de passage aux frontières dans plusieurs pays, c'est souvent là où les crises commencent. On a des forces multinationales qui doivent faire partie de ces zones de désescalade. Il faut pouvoir négocier en temps réel sans permettre à ces incidents de créer une escalade militaire. Il faudrait aussi pouvoir lancer des mesures de désescalade rapides lorsque les crises surviennent. J'aimerais aussi mettre en avant un autre élément, c'est-à-dire le besoin de produire des cartes d'identité interopérables de transhumance pour différents groupes. Il faut des certificats de transhumance acceptables et de manière transfrontalière. Un certificat dans un pays doit être accepté dans un autre pays également. Sinon, cela créera des problèmes. Il faut créer une solution standardisée de vaccination également. Donc, ce qui est demandé dans un pays ne doit pas être différent d'un pays à un autre. C'est ça qui crée des crises, quand les réglementations sont totalement différentes dans un pays par rapport à l'autre. J'ai aussi parlé des charges reconnues mutuellement. Quand il y a des transgressions, combien cela coûtera-t-il? Il faut que toutes les parties prenantes se mettent d'accord là-dessus. J'ai donc déjà dit qu'il faut prendre en compte toutes les parties prenantes et il faut que celles-ci comprennent voici exactement ce qui se passera si on viole tel ou tel règlement. Et il faut que toutes les communautés comprennent voilà ce qu'est une violation du règlement et ce qui ne l'est pas. Et que cela soit standardisé dans toutes les communautés. Un autre facteur à prendre en compte, c'est les services de paix conditionnels. Des services qui récompensent la paix dans les communautés, donc qui encouragent les communautés à suivre les réglementations, à éviter les conflits. Tout cela serait utile. Il faudrait également pouvoir créer un système de compensation et un système de justice, car les transgressions ne doivent pas être impunies pendant très longtemps. Cela nourrit les conflits. Je vous remercie. Je n'ai plus le temps de continuer. Merci beaucoup de nous avoir donné des exemples si concrets et de ce que cela veut dire, ces cadres qu'il nous faut mettre en place. Maintenant, j'aimerais vous passer la parole. Caroline, en tant qu'universitaire au CIPRI, vous avez fait des recherches sur le Nexus HDP. Donc, dans le Sahel, d'après vos premières observations, quelles sont les approches prometteuses pour renforcer la dimension paix
paix du Nexus. Merci beaucoup, je suis ravi d'être ici. Et merci, Monsieur l'ambassadeur, j'apprécie beaucoup ce que vous avez dit. Cela renforce notre travail. Dans notre travail sur le Nexus HDP dans le Sahel, mais plus largement également, il y a un enjeu qui revient encore et encore. C'est que les solutions techniques sont relativement simples, mais de changer les comportements, c'est ça qui est compliqué. Regardons les efforts que nous avons faits pour restaurer les territoires ou améliorer l'accès à l'eau. En fait, on peut faire cela dans de nombreux pays avec les bonnes expertises, les bons partenariats, mais ce qui est plus difficile, c'est de changer la manière dont les peuples et les institutions interagissent. Et c'est là où le Nexus HDP est essentiel. Pour renforcer la dimension de la paix, il faut tout d'abord commencer par repenser ce que nous disons, repenser la paix. Et ce n'est pas une histoire de sémantique universitaire. Cela change tout dans la manière dont nous agissons. Le Nexus HDP définit la paix. Souvent, on y pense comme un objectif distant qui pourra être atteint lorsque les autres besoins ont été remplis, mais en fait, la paix n'est pas une toile de fond, n'est pas un objectif distant. La paix devrait être considérée comme un processus continu, c'est-à-dire qu'on passe vers plus d'inclusion, de confiance, de solidarité, de justice, et cela est façonné par les relations. Quand on parle de paix de cette manière, on voit bien qu'il ne devrait pas être considéré comme un pilier séparé du Nexus. En fait, la paix n'est pas un ajout qu'on ajoute à la fin de nos actions. C'est cela qui donne une certaine cohérence à nos actions. Cela nous assure que les vies qui sont sauvegardées aujourd'hui pourront rester demain et que notre travail peut être durable. Donc, au lieu de nous dire comment rajouter la dimension paix à ce que nous faisons, on devrait plutôt se dire mais comment rendre nos systèmes plus inclusifs et plus justes. Car quand on commence à travailler de cette manière, la paix commence à intégrer donc tous nos travaux. Donc on passe d'une mentalité où on essaie tout simplement d'obtenir des résultats à une mentalité où on veut construire des relations et on change des attitudes, on construit de la confiance, on assure l'accès à une participation juste. Toutes les interventions que nous faisons influencent la manière dont les gens coopèrent et perçoivent la justice. Donc cela nous permet de concevoir des programmes qui renforcent les liens sociaux. Mais cependant, d'avoir des bons résultats, soit en moyens de subsistance ou en infrastructure, entre autres, sont essentiels. Bien sûr, ces résultats sont essentiels, mais la manière dont nous obtenons ces résultats est également extrêmement importante, car nous devons prendre en compte les communautés, l'inclusion et la cohésion de ces communautés. Quand les relations sont bien menées, les coopérations techniques sont plus durables. Dans le Sahel, par exemple, vous avez parlé de transhumance. Eh bien, quand les exploitants agricoles, les éleveurs de bétail, etc., coopèrent, on a moins de pression sur les ressources, mais on a aussi plus de confiance, plus de coopération. Donc le travail technique devient une plateforme pour le dialogue, pour une résolution de problèmes partagés. Et on voit ça pas seulement dans le Sahel, mais partout. Donc ce n'est pas seulement les résultats qu'on obtient, mais c'est comment on obtient ces résultats. On a des communautés qui sont souvent mises de côté, les femmes, les jeunes, les personnes atteintes de disabilité, personnes en situation de handicap. Et donc, ces personnes doivent faire partie de nos efforts.
nous devons travailler avec elles, mais il faut aussi reconnaître que quand on renforce l'inclusion de cette manière, cela peut changer les dynamiques de pouvoir et cela peut créer des tensions. On voit ça assez souvent. Donc il faut comprendre ces dynamiques de pouvoir, il faut travailler avec les mécanismes de résolution de conflits existants qui existent souvent dans les sociétés, mais les renforcer également, nous assurer qu'ils sont justes et inclusifs pour que les problèmes soient résolus sans violence. Repassons à la région du Sahel dont nous parlons. Souvent, cela veut dire les autorités locales, les autorités religieuses. Et nous, quand nous promouvons l'inclusion, cela renforce nos efforts de construction de paix et nous assure que ces efforts soient plus durables. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les conflits évoluent rapidement. Donc renforcer la dimension paix, cela nécessite aussi une coopération adaptative. Il faut des partenaires dans le Nexus qui sont tous en train de travailler de concert pour que toutes les parties prenantes puissent travailler ensemble et s'assurer que le travail est cohérent et complémentaire. Et tout cela ne se passe pas tout seul, on le voit souvent, cela prend du temps, des ressources et beaucoup d'engagement, de bonne volonté ainsi que de recherche. Donc pour conclure, renforcer la dimension paix dans le Nexus devrait passer par la confiance, la construction de confiance et les relations. Car en fait, la paix, on ne peut pas l'obtenir si on n'a pas de bonnes relations avec tous nos partenaires. Et la paix n'est pas un pilier, c'est une pratique, c'est une manière de travailler qui fait de notre travail un travail durable. Donc on peut passer d'une mentalité où on est tout simplement sensible au conflit et à ne pas faire de dégâts à une mentalité où on travaille de concert. Merci beaucoup, Carolina. Donc la paix, c'est l'inclusion, c'est les relations, c'est la confiance. Je pense que tout cela rebondit beaucoup sur ce que vous faites, Djebessa, puisque vous travaillez beaucoup sur le terrain. Donc, Djebessa, quels outils, quels sont les défis, quelles sont les opportunités pour mettre en œuvre des initiatives locales de consolidation de la paix dans un environnement politique volatile et contraint? Donc, merci beaucoup, je suis ravi de participer à ce forum pour la paix. Je fais partie d'une communauté minoritaire et je travaille dans une organisation qui fait la promotion des droits des minorités et de la construction de la paix et des programmes de développement. Donc, cela me touche. Nous travaillons au niveau local dans des communautés fragilisées par les conflits. Et il y a beaucoup de défis. Quand nous essayons de mettre en œuvre la dimension de la paix dans notre programmation de développement, mais il y a aussi des occasions à saisir. L'un des défis clés, c'est un espace civique qui se réduit. Cela impacte le travail des organisations de société civile comme nous. Nous travaillons dans un contexte très fragilisé, sensible au conflit dans mon pays, l'Éthiopie. Donc pour les organisations de société civile, les OSC, qui cherchent à faire la promotion de la reddition de comptes, des droits de l'homme, la société civile, c'était extrêmement important. Organiser des dialogues, des médiations, ce n'est pas facile quand on est dans un contexte fragilisé où les sociétés sont divisées de manière identitaire. Qu'en fait, c'est des sociétés qui sont politisées,
qui sont extrêmement politisés. Et cela rend la construction de la paix et des initiatives ou des activités de construction de paix très complexes. Mais pour les organisations comme Development for All, ces organisations possèdent une certaine légitimité et les gens nous font confiance. Donc, nous pouvons naviguer cet environnement. Donc, c'est ça l'un des aspects clés qui doivent être pris en compte. En fait, on doit renforcer et autonomiser les organisations de société civile locales qui ont déjà la confiance des communautés locales. Donc, la question, c'est comment renforcer ces OSC. Deuxièmement, sur les modalités des approches sectorielles. Nous avons vu qu'il y a extrêmement de flux de travail qui sont en silo, des mandats en silo. Donc, quand c'est le cas, les partenaires de développement ne peuvent que travailler sur une dimension à la fois, soit la construction de la paix ou les moyens de subsistance. Donc on ne peut pas intégrer toutes les dimensions si c'est le cas. Cela limite la programmation intégrée. Quand ces flux sont mis en silo, il est très difficile de mettre en œuvre des programmes intégrés. Mais ces cycles de financement sont extrêmement courts. Donc cela n'est qu'un engagement à court terme. Il nous faut des engagements à long terme. Pour construire des relations, cela prend du temps. Donc, souvent, les périodes de financement se terminent avant que ces relations puissent se construire. Donc cela rend toutes ces dimensions inefficaces. Il faut des financements à long terme, car en fait la construction de la paix est un processus de longue haleine. Donc, les partenaires de financement devraient s'aligner à cette dimension. Et en tant que qu'OSC local qui opère dans des zones fragilisées, il faut plus de stabilité. C'est critique. Quand on regarde les différentes approches de financement, souvent il y a une priorisation des activités plutôt que des objectifs institutionnels de base. Donc, ces OSC locales sont très fragiles, elles sont indépendantes, elles ont du mal à avoir une programmation de long terme. Donc c'est aussi important ou plus important que de financer les activités. Il faut financer ces OSC. J'aimerais donc remercier le service de paix du GIZ qui nous a permis de renforcer nos institutions. Quand on a pu avoir un partenariat avec le GIZ, cela a pu intégrer cette stabilité, donc cela nous a renforcés. Ensuite, quand on a une coordination HDP affaiblie, cela est un défi pour la mise en œuvre du HDP. Donc, dans les forums de Paris pour la paix, on a des forums très séparés, en silo. On a un forum sur l'éducation, on a un forum sur la paix, etc., etc.
on voit que les différents forums ne rassemblent pas les programmes ensemble. Mais en fait, quand on regarde la vie des gens avec qui nous travaillons, leurs vies ne sont pas en silo. Il faut aussi plus de capacité dans la programmation sensible au conflit, et pas seulement dans les OSC locales, mais aussi avec tous nos partenaires de développement. Tout cela est important. Massa, pouvez-vous conclure, s'il vous plaît? Donc, nous avons construit des liens avec tous les partenaires et cela est essentiel pour renforcer le Nexus HDP. Et finalement, il faut aussi renforcer les preuves sur le terrain. Donc il faut intégrer les leçons tirées du travail sur le terrain. C'est aussi essentiel pour faire avancer la dimension paix dans le Nexus HDP. Et finalement, quand la communauté investit dans les communautés et les autorités locales, on peut aller vers l'inclusion et la durabilité. Merci. Merci beaucoup et je suis convaincue Eva, que tout cela a fait écho chez vous, notamment sur le financement et les outils et la coopération de la communauté internationale avec les organisations locales. Alors quels outils, quels mécanismes, quelles approches de financement l'UE explore-t-elle pour participer à la mise en œuvre de la notion paix du Nexus? Merci, c'est un plaisir pour moi d'être ici. C'est un plaisir également d'intervenir en dernier, ce qui me permettra de vous montrer comment nous intégrons certaines des recommandations qui ont été faites par les collègues qui sont intervenus avant moi et comment nous abordons également ces défis. C'est également beaucoup plus stressant parce qu'il va falloir que je raccourcisse mon intervention pour avoir du temps pour les questions et les réponses. Je vais tout d'abord vous dire ce que nous testons dans la région somalienne de l'Éthiopie. C'est un cas qui implique 9 États membres, l'Union européenne plus la Suisse et la Norvège, qui collaborent comme l'équipe Europe pour développer un modèle pratique d'une opérationnalisation du Nexus HDP. Nous le faisons sous l'égide des gouvernements. Dans cette région d'Éthiopie, nous cherchons à assurer la complémentarité et la synergie de près de 70 opérations financées par l'Union européenne et de les aligner avec les priorités du gouvernement et les stratégies régionales. Pour ce faire, nous avons mis en place des outils partagés, parmi lesquels le profil HDP, qui regroupe les partenaires HDP autour des besoins, des risques et des opportunités de résilience. Nous avons vraiment une vision commune de la zone géographique dans laquelle nous intervenons. Nous avons également mis en place des tables de planification de HDP pour que nous puissions voir qui fait quoi et où. Et nous avons mis en place des indicateurs communs pour le suivi et le reporting. Ces outils se retrouvent sur une plateforme HDP qui a été lancée parce que nous n'avions pas de plateforme HDP permettant un accès de toutes les communautés, tous les acteurs pour mieux planifier et mettre en œuvre ces stratégies de paix et de résilience. Pour répondre directement à votre question sur la façon dont nous mettons en œuvre nos opérationnalisations de la paix, eh bien, la paix est un des 5 grands objectifs que nous coordonnons tous ensemble, mais c'est également une issue transversale. Il faut parfois des interventions ciblées, de la médiation, du dialogue, de la réconciliation. Mais comme cela a été déjà dit,
La paix est durable lorsqu'elle est renforcée par différents services comme la santé, l'éducation, l'eau et la façon dont ces services sont délivrés. Comme cela a été dit, le point d'entrée, c'est l'intervention continue. Il y a des interventions techniques qui intègrent la paix comme dans les indicateurs. Par exemple, un projet sur l'eau a un indicateur sur le nombre de systèmes aquifères apportés fiables du point de vue de l'environnement. Mais tous les indicateurs n'intègrent pas la paix. Nous envisageons une définition d'un ensemble d'indicateurs permettant la paix avec la confiance, l'inclusion, la participation pour compléter ce suivi que nous avons sur le progrès plus sectoriel. Ceci avec des outils de suivi qualitatif pour avoir la perception de la communauté, avec des sondages, des groupes de discussion ou des cartes de notation de communauté. Cela sera discuté avec des représentants de la communauté sur les plateformes HDP. Pour nous, cette nouvelle façon de travailler va inclure tous les secteurs de résilience et lier tout cela à la paix. L'idée a été lancée pour les membres de notre équipe de considérer que le développement d'un certain nombre de critères afin d'évaluer la conception de notre intervention, mais également les nouvelles propositions et cette contribution intentionnelle de chacune des interventions à la paix. Nous espérons que cette coordination participeront au processus de paix. L'implication des structures gouvernementales et la façon dont nous espérons intervenir ensemble. Nous voulons renforcer les rapports et les relations par cette coordination HDP. Cette même approche sera adoptée et testée dans le nord de l'Éthiopie dans le cadre d'un éventuel deuxième test qui nous apporterait un modèle national pour d'autres régions dans lesquelles l'HDP est nécessaire. Cette même approche sera donc testée également dans le nord de l'Éthiopie avec le renforcement de cette dimension de la paix et adaptée à un contexte post-conflit et de reprise. Voilà. Peut-être juste un petit mot. Est-ce que vous pouvez nous donner une indication de votre propre rôle dans ce processus? Vous étiez coordinateur du Nexus HDP. En quelques mots, vous pouvez nous parler du côté unique de votre poste et est-ce que vous recommanderiez cela à d'autres pays? Oui. En toute humilité, je voudrais dire que le rôle d'un coordinateur HDP est un élément clé de ce test, cet exemple test. La coordination, ça ne peut pas être une activité accessoire. Cela prend du temps que de collaborer étroitement avec les gouvernements, de construire la confiance et de leur permettre d'être leaders. Ça prend du temps de regrouper les acteurs de l'HDP et de construire ce nouveau système, de développer des outils concrets, de les lancer et d'assister avec une structure de coordination de l'HDP, d'aider les gens à quitter ce système en silo pour une approche plus intégrée. Et puis cela prend également du temps de prouver en permanence les résultats de ce processus, d'intéresser les gens à passer du temps à s'investir dans cette coordination. Donc oui, toute organisation travaillant dans le Nexus HDP devrait disposer d'un coordinateur HDP, quelqu'un qui, dans son
cette description de poste aurait ce terme coordination. Merci beaucoup à tous les panélistes. Nous avons 5 minutes pour les questions et réponses. Je dirais, voilà, 1, 2 et 3. Vous pouvez commencer, mais soyez brefs. Nous allons écouter chacune des questions et ensuite avoir les réponses. Merci. En ce qui me concerne, ce n'est pas qu'une question. Je voudrais apporter ma contribution sur notre région. Cette discussion d'aujourd'hui est très pertinente. Je viens du Soma Regional State, où nous avons eu des chocs et bien sûr le développement au cours des 70 dernières années a eu lieu, mais au cours de ces 7 dernières années, nous avons été dans la Corne de l'Afrique, la zone la plus paisible. Et grâce à cette paix, nous avons pu améliorer le niveau de vie des gens et nous avons pu regrouper et faire travailler ensemble des acteurs des différents secteurs pour développer une stratégie afin que ce qui s'est passé dans notre histoire ne se reproduise pas. Les fondements de la paix doivent être soutenus. Nous sommes dans un environnement très fragile et ce qui s'est passé peut revenir facilement. Mais nous avons eu ce problème de coordination parce qu'il n'y avait pas beaucoup de financement sur l'aspect paix. Et c'est la coordination qui a parfois manqué. Et pour cette raison, nous avons lancé le Nexus HDP avec l'Union européenne. Et nous avons également un partenaire qui fonctionne, qui opère dans la partie somalienne. Et c'est important d'intégrer des acteurs du secteur privé, du secteur public, du secteur humanitaire et d'autres personnes. Mais c'est important d'avoir quelqu'un pour coordonner, pour éviter que les choses soient compartimentées. Je vous remercie beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Merci d'avoir partagé votre expérience. Je pense que c'est intéressant pour nous également de l'entendre. Mais s'il y a d'autres questions, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Joaquin, ma question concerne Monsieur Maman. J'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez parlé des parties prenantes et de leur approche. Et je voudrais savoir ce que votre équipe fait pour lutter contre le groupe terroriste Boko Haram qui continue à terroriser des communautés et semble contrôler le lac et le bassin du lac Tchad. Merci pour votre question. Et la dernière question. Nick Haley, International Alert. Nick Haley d'International Alert. Je voudrais commenter sur la façon dont la paix peut débloquer le développement. Vous avez fait beaucoup, vous avez dit beaucoup. Nous avons parlé, nous pensons que le processus de paix peut aider les communautés à avancer sur le côté environnement. Donc, si dans votre dialogue, vous pouvez vous mettre d'accord sur l'utilisation durable de ressources, cela peut permettre le développement et en évitant effectivement les conflits. Je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être cette question très large sur Boko Haram, je ne sais pas si vous allez pouvoir nous proposer une solution. Merci beaucoup pour cette question très pertinente et importante. La question de la sécurité sur le bassin du lac Tchad. Vous avez probablement connaissance de notre force, notre task force multinationale qui a été constituée par les pays affectés, les 4 pays affectés, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria. Et cette
force travaille depuis 2015. Nous avons réussi à repousser Boko Haram. Il y a de nombreuses îles sur le lac et Boko Haram vit maintenant sur la plus grosse île. Il y en a des petites et des grandes. Et en fait, ils ont tendance ils quittent leur île pour attaquer. Nous n'avons pas encore fini. Nous avons des opérations conjointes. Nous en avons déjà eu 6. Il y en aura une 7e. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que nous cherchons à circonscrire Boko Haram. Merci. Qui voudrait répondre à la question sur le développement local? Oui. Non? Brièvement alors, je pense que c'est une question très pertinente. Je vais essayer d'être rapide. Je pense que ce qui est important, parce qu'il faut réfléchir à la paix, il faut comprendre que la paix dans différentes communautés n'a pas la même signification. Leur façon de vivre et de comprendre la paix est souvent différente de ce que les organisations internationales pensent de la paix. C'est important de s'en rendre compte et de voir comment nous pouvons apporter notre soutien. Pour une communauté, ça peut juste vouloir dire continuer à vivre sur la terre d'où viennent les générations et leurs ancêtres. Si on peut collaborer, aider, soutenir cela, c'est là que nous pouvons être. Mais la question, c'est quelle est la paix que nous cherchons à soutenir dans chaque communauté? Je voudrais juste ajouter que nous cherchons à aborder cela par notre plateforme HDP. Nous cherchons à inclure les communautés et les communautés participent à la fois à la discussion sur le contexte, sur leurs besoins et sur la façon dont nous pouvons les prendre en compte et également en intégrant les mesures et voir en quoi cela a un impact, et cela en utilisant les indicateurs dont nous parlions. Donc la paix, la confiance, l'inclusion dans les indicateurs. Et puis nous avons des indicateurs pour mesurer le ressenti de ces communautés quant à leur participation à la prise de décision, quant à l'écoute et l'effet sur leurs conditions de vie. Très rapidement, oui, parce que les communautés locales connaissent mieux la situation de conflit que les autres. Donc comprendre la cause immédiate et structurelle du conflit signifie qu'elles sont mieux à même d'apporter des solutions efficaces du fait de cette compréhension approfondie des dynamiques du conflit. Elles sont donc dans une position unique et cela leur permet de participer à ce processus de paix. Merci beaucoup. Merci pour cette discussion très riche. Je crois qu'il y a quelques points sur lesquels je souhaiterais revenir. Ce n'est pas un résumé, mais quelques impressions que j'ai retirées de cet échange. Je crois que ce qui est très clair, c'est que la construction de la paix, ce n'est pas un plus, ça doit être au cœur de toutes les interventions du Nexus HDP. Vous avez parlé d'inclusion comme étant un facteur important de la construction de la paix et de la connexion de l'humanitaire. Et nous avons entendu que la paix, c'est l'établissement de rapports, de relations, de modification de ces relations et la confiance. On a parlé du rétrécissement de l'espace de la société civile et du fait que c'est un lieu dans lequel les faiseurs de paix peuvent se rencontrer différemment. Vous avez également parlé d'une approche intégrée plutôt que compartimentée. C'est ce que je retire de cette discussion et j'espère que vous avez également retiré quelques idées et impressions. Merci beaucoup pour votre intérêt. Merci à chacun pour sa participation. J'ai trouvé que ce panel était très intéressant et très riche. Merci beaucoup et bonne fin de journée.